Maintenant que vous savez ce qu'est l'IA et que vous savez également comment elle fonctionne, il est temps de s'intéresser à ce que l'on peut en faire. Alors le but de cette vidéo, ce ne sera pas de vous dire tout ce qu'on peut en faire, évidemment les champs d'action sont beaucoup trop immenses. Nous allons nous concentrer sur 8 cas d'utilisation particuliers et nous étudierons d'autres cas d'utilisation au fur et à mesure des vidéos. Alors le premier cas que je vais vous montrer, c'est celui que vous utilisez tous les jours, c'est l'IA généraliste. L'IA généraliste, c'est tout simplement une IA que l'on appelle, alors, pour les IA récentes seulement, des IA multimodales. Les IA multimodales, elles acceptent n'importe quel type de données en entrée. Par exemple, vous pouvez lui envoyer du texte, vous pouvez lui envoyer de l'image, du son, des vidéos, ou je ne sais quoi. Vous pouvez lui envoyer tout type d'informations et elle sera capable de vous fournir une réponse appropriée par rapport au contenu que vous avez envoyé. D'où le multimodal. À ne pas confondre avec les modèles monomodaux, ou monomodal pour un modèle, qui ne peut comprendre que du texte, ou que du son, ou que de l'image, bref, un seul canal d'entrée. Donc pourquoi j'ai fait la petite aparté au début, j'ai dit que tous les modèles étaient multimodaux, c'est tout simplement parce que tous les modèles récents proposent de base tous les modaux. Le plus utilisé aujourd'hui, donc vous avez ChatGPT, vous avez Claude, vous avez Mistral avec le chat, et vous en avez bien d'autres, Gemini, etc., etc. Vous avez ensuite l'OCR. Alors l'OCR, c'est un cas d'utilisation qui est très utilisé, largement connu, mais vous ne savez peut-être pas que ça s'appelait comme ça. Donc l'OCR pour Optical Character Recognition, c'est tout simplement la capacité de lire dans une image tous les caractères qui sont écrits dessus. Imaginez par exemple une application qui vous permettrait de scanner, de prendre en photo des notes ou des factures, et de comprendre réellement quels sont les montants affichés sur la photo. Pourtant, c'est une photo. Une photo, on ne peut pas en extraire du texte normalement. Et bien avec l'OCR, oui. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'IA, il y a plein d'algorithmes qui permettent d'essayer de le faire. En l'occurrence, l'IA permet de simplifier grandement cette tâche-là. Donc grâce à l'IA, on lui envoie une photo, elle va être capable d'analyser totalement l'image et nous en sortir sous forme de texte tous les contenus qu'elle a identifiés dans l'image. Libre à nous ensuite de ce texte de prendre uniquement les informations qui nous intéressent. Donc l'OCR aujourd'hui est largement utilisé dans la plupart des applications. Si vous n'êtes pas encore intéressé sur le sujet, ça vaut le coup de vous y pencher. Nous avons ensuite la transcription. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde n'aime pas perdre du temps. Pour l'expérience utilisateur, c'est important que ça aille vite. C'est d'ailleurs pourquoi toutes les IA modernes sont multimodales, qu'elles acceptent du son, pour que les personnes, plutôt que d'écrire, puissent dicter leurs demandes. D'où la nécessité d'être capable de faire de la transcription, c'est-à-dire de parler à une IA, qu'elle comprenne notre texte et qu'elle écrive tout le texte que l'on a dit. Et de cette transcription-là, après, libre à vous d'en faire un résumé avec une IA généraliste ou de le formater comme vous le souhaitez. L'outil de transcription en soi, c'est uniquement le fait de prendre du son et de dire ce qui a été dit dans le son. Si vous avez sûrement déjà eu ça, quand vous avez fait des rendez-vous, peut-être que votre patron a importé une IA qui à la fin génère un résumé de votre conversation. Et tout simplement eu un outil de transcription, puis une autre IA pour résumer tout ça. Le text-to-speech, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous lui envoyez du texte, donc vous lui envoyez du texte écrit, et il va lui parler. Donc l'IA va générer une voix qui va lire votre texte. Ce qui est bien avec l'IA moderne là-dessus, c'est qu'elle est capable de mettre une intonation, vous êtes capable de lui donner des instructions et qu'elle les respecte. Vous pouvez dire fais attention à la ponctuation ici, fais attention à ton timbre de voix, faut parler fort ici, bas ici, etc., etc. Vous avez sûrement déjà été appelé par des démarcheurs à qui on n'a pas forcément envie de répondre, et ces démarcheurs utilisent de plus en plus l'IA maintenant. Vous avez sûrement déjà reçu un appel avec une IA au bout du fil, et c'est de plus en plus dur de les reconnaître. Heureusement, il y a toujours un petit temps de latence quand vous parlez, et les réponses sont encore un petit peu à côté de la plaque, ce qui nous permet d'identifier simplement, mais l'intonation est de plus en plus réelle. Un autre cas d'usage que l'on voit régulièrement, c'est la génération d'images. Génération d'images, vous avez sûrement déjà utilisé Nano Banana de Google, vous avez sûrement déjà utilisé, qu'est-ce que vous pouvez avoir utilisé, Midjourney, DALL-E de OpenAI, etc., etc. Il y a plein d'outils qui existent qui permettent de générer de l'image. C'est pratique si vous ouvrez votre serveur Discord, que vous voulez avoir des petites images sympathiques pour votre besoin personnel, pour des besoins même professionnels, pourquoi pas, si vous n'avez pas les moyens de prendre quelqu'un. Ça ne remplace pas les connaissances de quelqu'un qui sait faire du montage, qui sait faire des logos, etc.
mais en complément, c'est un véritable outil qui peut vous faire gagner beaucoup de temps, ne serait-ce que pour trouver de l'inspiration, par exemple. Nous avons ensuite les outils, donc les IA d'embedding. Les IA d'embedding, elles, c'est un petit peu particulier, c'est une notion que l'on a vue dans la vidéo précédente. L'IA d'embedding, c'est elle qui va permettre de traduire vos tokens en un placement dans un espace vide. Vous vous rappelez peut-être de l'exemple de la pièce carrée où je vous avais placé une balle de tennis dans la salle. Eh bien, c'est exactement ça. Alors, pour donner les bons termes, ce n'est pas une salle, hein, ça n'existe pas, il n'y a pas de salle physique dans laquelle on va placer des tokens. C'est ce qu'on appelle une base de données vectorielle. Pourquoi vectorielle? Parce qu'on va y placer des vecteurs, c'est-à-dire qu'on va y placer des tokens à des coordonnées précises. Et c'est ensuite un calcul vectoriel qui va pouvoir être effectué pour déterminer si un token est proche d'un autre ou pas. Le placement dans les bases de données vectorielles est hyper important parce que plus un token est proche d'un autre dans cette base de données vectorielle, plus les notions, donc la sémantique de ces tokens est proche. Par exemple, vous allez avoir chat et chien, ce sera relativement proche. Et si vous prenez chat et camion, là, on va peut-être s'éloigner. Donc l'IA d'embedding, c'est une IA qui est vraiment très très utilisée dès que l'on souhaite vectoriser nous-mêmes des données. Et le cas d'utilisation principale pour vectoriser ces données, c'est le RAG. Le RAG, pour Retrieval Augmented Generation, c'est une notion très très largement utilisée. Je vous recommande d'ailleurs très fortement, vous-même, de faire du RAG si vous faites une application demain. Parce que déjà, de 1, c'est très formateur, vous allez apprendre beaucoup de choses en faisant cela. Et de 2, il y a plein d'applications qui sortent aujourd'hui qui sont juste des wrappers, donc juste des outils qui font ce que fait ChatGPT, c'est-à-dire c'est un outil avec un chat, vous envoyez un message, il vous répond comme ferait ChatGPT. Il n'y a aucune plus-value à ça. Le principe du RAG, lui, il va donner de la plus-value à ce genre de chat. C'est-à-dire que vous allez lui donner en entrée à votre RAG des documents internes à votre entreprise, des documents internes que vous avez eu du mal à trouver, qui font votre valeur. Vous donnez tout ça à une IA d'embedding qui va convertir vos documents, donc tous les tokens, tous les mots qu'il y a dans vos documents, elle va les placer dans une base de données vectorielle propre à vous, qui ne vous appartient qu'à vous. Et votre IA, ensuite, vous allez la brancher à cette base de données vectorielle. Ce qui va faire que dès que vous allez demander à l'IA de générer une réponse suite à une question qui a été posée par votre utilisateur, elle va d'abord chercher votre base de données vectorielle pour répondre dans le bon sujet, dans le bon contexte. Vous allez ainsi pouvoir cadrer les réponses de l'IA autour des domaines que vous lui avez spécifiquement donnés. Et elle va ensuite se servir, elle, de sa base de connaissances personnelles pour compléter les phrases et pour parler un langage humain compréhensible. Donc ça, c'est une vraie plus-value puisque chaque entreprise va pouvoir partager ses données au travers d'un chatbot et pas n'importe qui peut récupérer ces données-là vu qu'elles vous appartiennent. D'ailleurs, on parlera dans un sujet futur de la souveraineté de vos données et de la gouvernance aussi. Un dernier point important, c'est la vision. La vision, c'est le chemin inverse de la génération d'images, c'est-à-dire que vous envoyez une image et qu'il vous explique de quoi il s'agit. Donc à partir d'une simple image, il va être capable d'analyser, ok, là il y a un soleil, là il y a une prairie, là il y a une montagne, là il y a ça, là il y a ça, il y a ça, etc. Et de vous générer un petit texte qui résume ce qu'il a vu dans l'image. C'est pratique si jamais vous voulez faire un classificateur d'images, par exemple. Après, il y a plein de cas d'utilisation, libre à vous d'amener les idées. Vous voyez certainement depuis quelques temps qu'il y a de plus en plus de SaaS qui sont créés. Les SaaS, donc SaaS, Software as a Service, sont des applications web. Je vous renvoie vers la vidéo précédente pour comprendre ce que c'est, du côté du web. Ces applications web-là permettent de faire plein de choses grâce à l'IA, d'automatiser plein de processus, de réinventer des applications qui existaient déjà, mais de manière plus simple grâce aux avancées que leur menait l'IA. Donc je vous invite très fortement à, pourquoi pas, créer vos produits vous-même, tester l'aventure, mais attention, ne faites pas des produits trop simples, ne faites pas juste un nouveau ChatGPT, ça ne sert à rien, on ne pourra jamais rivaliser avec ces gens-là. Nous, notre plus-value, ça peut être dans les RAG, dans nos propres données, ça peut être dans une manière d'apporter des idées, dans de la complexité derrière. Bref, vous l'aurez compris, hein, toutes les notions que je vous ai montrées là d'utilisation de l'IA sont des notions très utiles pour les développeurs. Chaque grand propriétaire, comme Anthropic, comme OpenAI, propose des modèles différents pour chacun de ces cas d'utilisation-là. Donc c'est à vous d'aller piocher ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre idée derrière. Si vous souhaitez devenir développeur web ou que vous êtes passionné par les nouvelles technologies, notamment l'arrivée de l'IA, eh bien sachez qu'on ouvre une nouvelle formation au sein de l'école RI7 qui s'appelle Orchestrateur IA. Il s'agit d'une formation diplômante de niveau Bac+2
dans laquelle nous vous apprendrons à développer des applications web par vous-même. On vous y apprendra également à utiliser différents outils que nous met l'IA à disposition pour que vous soyez capable d'optimiser votre travail et d'être efficace. C'est une véritable compétence qui est attendue demain dans les entreprises et qui permettra de vous faire la différence sur le marché. Faites attention, les places sont limitées. Le recrutement se termine en septembre pour cette première promotion. Vous avez toutes les informations de contact dans la description de la vidéo. Exceptionnellement pour cette première formation, nous avons mis en place un système de promotion. Si vous trouvez le code présent dans la vidéo quelque part, je vous laisse bien regarder. Il suffit de nous dire au téléphone le code et on vous appliquera la réduction.